Cette vidéo présente le diaphragme, le périnée et les muscles intercostaux. Nous étudierons dans un deuxième temps, lors de la prochaine session, le tronc-caisson. Commençons par le diaphragme. Cette vue antérieure nous montre la forme générale du diaphragme. C'est une coupole. Une coupole formée de fibres, de tissus fibreux, que l'on appelle le centre phrénique, et de tissus musculaires. On voit d'ailleurs que les faisceaux ici sont bien individualisés, bien représentés, et qu'ils se dirigent tous vers le centre phrénique, vers donc un centre, une zone centrale, et par conséquent, on dira que ces faisceaux musculaires sont concentriques. Le diaphragme sépare la cavité thoracique, où se trouvent les poumons, le cœur, et la cavité abdominale, où se trouvent donc les viscères. Et on constate que la partie droite de la coupole est plus élevée que la partie gauche. Sous la partie droite se trouve le foie, et sur la partie gauche se trouve le cœur. Le cœur enveloppé d'une enveloppe fibreuse, le péricarde. Péricarde qui vient se tisser avec le centre phrénique, avec la zone centrale, et par conséquent, le cœur est solidement fixé sur le diaphragme. On voit également deux orifices, il y en a un troisième que nous verrons tout de suite, et on constate que la partie inférieure du muscle est bordée par une bandelette fibreuse qui également se prolonge pour s'insérer sur les premières vertèbres lombaires. Cette vue inférieure nous permet de rentrer dans les détails. On voit le centre phrénique, donc réseau très dense de tissus fibreux. On voit un troisième orifice, donc premier orifice, deuxième orifice, troisième orifice. Et l'on constate que deux orifices sont bordés de tissus fibreux. Ainsi, même en cas de spasme du diaphragme, les orifices ne seraient pas obturés, fermés. Heureusement d'ailleurs, puisque ce sont des gros vaisseaux sanguins, l'aorte et la veine cave inférieure, qui passent par ces orifices. En revanche, cet orifice ici est bordé de tissus musculaires. L'œsophage le traverse. Et en cas de spasme, bien évidemment, les conséquences sont moins dangereuses. On voit donc ces deux prolongements fibreux que l'on appelle les piliers, le tissu fibreux qui borde les insertions, et on se rend bien compte de la direction des faisceaux qui constituent le diaphragme, qui sont donc concentriques et se dirigent tous vers le centre phrénique. Cette vue latérale nous permet de constater que la partie postérieure du diaphragme descend plus bas que la partie antérieure. On voit un léger écart entre les limites de la cage thoracique et le muscle, et une partie donc des poumons vient se loger dans cet espace. On passe en vue postérieure, notons au passage donc les orifices, la bandelette fibreuse qui permet donc aux insertions de passer d'un processus à un cartilage costal ou une côte. Cette vue plus supérieure nous permet de bien voir le passage d'un gros vaisseau sanguin. Et nous voici revenus en vue antérieure. Voyons maintenant les rôles du diaphragme. Commençons par l'inspiration normale. On compare généralement l'action du diaphragme à celle d'une pompe. Une pompe donc avec un piston, et ici une chambre où se trouve de l'air. Si l'on tire le piston,
le volume de la chambre augmente. Et par conséquent, vous avez moins de molécules dans un volume plus grand. Donc, la pression diminue. Si la pression diminue, si vous avez un orifice à l'extrémité de cette chambre, l'air va entrer, puisque l'air va se diriger de la pression la plus forte vers la pression la moins forte. C'est le même principe donc au niveau des poumons. La chambre de la pompe est en fait tout le volume des alvéoles des poumons. L'expiration, vous repoussez le piston, le volume de la chambre de la pompe se réduit, comme si les molécules se tassaient, et par conséquent la pression augmente, et l'air va sortir. C'est le même principe, donc à l'intérieur des poumons. Appliquons maintenant cette comparaison au diaphragme. On voit donc les faisceaux concentriques qui, sur cette vue externe, apparaissent comme verticaux. On observe ici le centre phrénique et nous allons mettre la pointe de la flèche au sommet du centre phrénique. On imagine donc que lorsque les faisceaux vont se contracter, le centre phrénique va s'abaisser. En s'abaissant, il va comprimer les viscères. Et les viscères vont légèrement refouler vers l'avant les abdominaux dont le tonus permettra cette légère déformation. Voyons maintenant avec les abdominaux en place comment se déroule le phénomène. Mettons ici notre flèche au sommet du centre phrénique. Les faisceaux musculaires du diaphragme se contractent. Le centre phrénique s'abaisse. En s'abaissant, les viscères sont écrasés, repoussent vers l'avant les abdominaux. Les abdominaux dont le tonus est suffisant pour maintenir les viscères en place, mais les abdominaux dont le tonus est suffisamment faible pour permettre cette action des viscères. Répétons cette séquence, mais en pointant notre flèche au niveau des abdominaux. On voit que lorsque le centre phrénique s'abaisse, les viscères repoussent les abdominaux vers l'avant. Ce tonus, en revanche, est suffisant lorsque cesse la contraction du diaphragme pour refouler, repousser les viscères vers l'arrière et vers le haut. Et comme le diaphragme est décontracté, le diaphragme est repoussé vers le haut, il comprime les poumons, la pression augmente à l'intérieur des poumons et l'air est expiré. Voici cette séquence qui nous montre donc un cycle respiratoire. Lors de l'inspiration forcée, le tonus des abdominaux va augmenter. Donc lorsque le diaphragme se contractera, les viscères ne pourront pas refouler vers l'avant, comme lors de l'inspiration normale, les abdominaux. Par conséquent, le diaphragme va trouver un appui très solide sur ces viscères qui sont essentiellement constitués d'eau. Il y a bien évidemment un petit peu d'air dans l'estomac ou dans les intestins, mais on peut considérer donc que c'est une masse dure. Par conséquent, le diaphragme pourra prendre appui sur cette masse dure que sont les viscères, et si vous avez regardé la vidéo sur la cage thoracique, eh bien on comprend que cette action du diaphragme permettra de soulever la cage thoracique. En effet, regardons un cycle en pointant sur le sommet du centre phrénique notre flèche. On voit bien que le centre phrénique ne se déplace pas. En revanche, la cage thoracique se soulève. Prenons ce repère ici au niveau de ce cartilage costal. Ainsi, la cage thoracique peut-elle augmenter ses dimensions transversalement, c'est-à-dire dans le sens droite-gauche, et dans le sens avant-arrière ou antéro-postérieur. Donc il y a deux diamètres de la cage thoracique qui augmentent, ce qui va donc permettre d'augmenter le volume de la cage thoracique et par conséquent, comme dans l'exemple ou dans la comparaison de la pompe, permettre l'entrée de l'air. Le phénomène est inverse, lorsque la cage thoracique s'abaisse, son volume
se réduit, la pression augmente et l'expiration peut avoir lieu. Par conséquent, le diaphragme va jouer un rôle essentiel, vital, dans la respiration, qu'il s'agisse de la respiration normale ou de la respiration forcée. Cela dit, le diaphragme joue d'autres rôles qui sont loin d'être négligeables. Par exemple, au niveau de la circulation. Lorsque le diaphragme se contracte, on l'a vu, la pression augmente à l'intérieur de la cavité abdominale. Si la pression augmente à l'intérieur de la cavité abdominale, même au cours de la respiration normale, les viscères vont être très légèrement écrasés. Beaucoup moins que dans la respiration forcée, mais ils seront tout de même légèrement écrasés et cette augmentation de la pression intra-abdominale va comprimer les vaisseaux sanguins et en particulier les veines. Or, le sang dans les veines ne peut aller que dans une seule direction, vers le cœur. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la circulation de retour vers le cœur. Et ce sont les valvules, situées donc à l'intérieur des veines, qui vont permettre le passage du sang dans un seul sens. Et par conséquent, en écrasant légèrement les veines, le retour du sang vers le cœur sera favorisé. N'oublions pas que le sang doit remonter des pieds vers le thorax. Il doit lui aussi lutter contre la pesanteur en permanence. Et cette colonne de sang est particulièrement lourde. Et par conséquent, cette action du diaphragme est essentielle pour une bonne circulation veineuse. De la même manière, cette augmentation de la pression à l'intérieur de la cavité abdominale va favoriser le brassage des aliments, en particulier dans l'estomac. Et ainsi, le travail mécanique de l'estomac sera-t-il facilité. Enfin, dans la statique, le diaphragme jouera également un rôle puisqu'il est solidaire des faces de la cage thoracique avec lesquelles il est en contact. On peut imaginer qu'une déformation, plus précisément un gauchissement de la cage thoracique, déformera le diaphragme et réciproquement. Et par conséquent, le diaphragme jouera un rôle sur la morphologie du sujet. Et puis, en synergie avec le psoas, il participe à la constitution de la colonne lombaire. Enfin, le diaphragme joue un rôle majeur dans les variations des pressions intra-abdominales et intra-thoraciques. Un rôle vital, un rôle essentiel dans la solidité de la colonne vertébrale. Nous verrons ce point extrêmement important dans une session prochaine. Voyons maintenant le périnée, cet orifice inférieur du bassin, est donc fermé par cet ensemble musculo-aponévrotique. Ensemble qui recouvre en partie des ligaments très puissants qui relient la partie inférieure du bassin au sacrum et au coccyx. Notons que nous allons représenter le périnée féminin et non pas le périnée masculin. Périnée féminin avec ici la fente vulvaire et l'orifice ici de l'anus. En effet, cette fente vulvaire représente un point faible, puisque on imagine bien qu'en cas de surpression abdominale, un périnée féminin sera beaucoup moins résistant qu'un périnée masculin. Le périnée est constitué de deux couches musculaires. Une couche profonde, c'est-à-dire au contact des viscères, la couche superficielle, elle, étant proche de la peau. Et on voit bien que cette couche profonde a une forme de coupole, comme le diaphragme. On voit qu'elle est riche en tissu musculaire. Un des muscles principaux et le plus puissant s'appelle le releveur de l'anus, que l'on peut d'ailleurs contracter sur soi-même, facilement. On voit ici les insertions sur le coccyx, ici les insertions des muscles sur la partie inférieure du sacrum. On voit ici ce nœud fibreux où se réunissent une partie des faisceaux musculaires qui constituent le périnée. Le périnée est composé de plusieurs muscles que nous ne détaillerons pas. On voit donc sur cette vue antérieure apparaître la deuxième couche, la couche superficielle du périnée, qui présente moins cette forme de coupole et sur laquelle on observe la présence de muscles sphincters
c'est-à-dire de muscles circulaires qui vont entourer un orifice naturel et en avant, cette couche superficielle présente des muscles plats, mais que l'on a représentés de couleur plutôt rosée parce qu'ils sont très riches en éléments fibreux. Voici donc les deux couches profondes et superficielles du périnée, et nous allons réaliser une coupe qui nous permettra de mieux les individualiser. Donc une coupe qui montre ici la couche superficielle et la couche profonde en forme de hamac. On imagine bien sur cette coupe la présence des viscères et leur poids. Leur poids que devra supporter en permanence ce sujet. Debout, le poids sera déjà important, mais dès lors que le sujet marchera, courra, on imagine le choc de ces viscères contre le périnée. Et des gestes aussi banals de la vie quotidienne tels que monter un escalier, descendre un escalier, la moindre réception un peu brutale fera être supportée par le périnée. Et par conséquent, le périnée sera en état de contraction permanent. Et son tonus variera suivant le poids des viscères, c'est-à-dire les pressions qu'il devra supporter. Et surtout, il devra réagir instantanément. Et dans certains cas, ces pressions pourront être très élevées. On pense bien évidemment à la situation où l'on porte une charge lourde, mais il faut imaginer des situations telles que l'éternuement, la toux, ou bien le rire, la défécation. Et par conséquent, s'il ne se contracte pas avant cette action, on imagine qu'il subira des distensions importantes qui pourront aboutir à des lésions. N'oublions pas non plus le cas de stations assises prolongées, en particulier sur des surfaces très étroites, telles qu'une selle de vélo. Et par conséquent, notre périnée subit en permanence des contraintes et il doit pouvoir y résister. Et là encore, une éducation et une bonne proprioception est nécessaire pour conserver un périnée intact, c'est-à-dire un ensemble musculo-aponevrotique souple. Et ce conseil s'adresse en particulier à la femme, dont on a vu que son périnée présentait un point faible avec la fente vulvaire, et la souplesse de son périnée lui permettra de s'adapter à la grossesse, à l'accouchement, et tout simplement aux actes de la vie quotidienne, la défécation, la miction, sans oublier l'activité sexuelle. Présentons maintenant rapidement les muscles intercostaux qui contribuent à fermer le tronc-caisson. Ces muscles occupent exactement l'espace entre deux côtes, d'où leur nom d'ailleurs d'intercostaux. On voit qu'au niveau des cartilages costaux, ils sont remplacés par un tissu fibreux. Les muscles présentent plusieurs couches à décrire, nous ne rentrerons pas dans les détails, mais on peut comprendre que l'obliquité de ces couches leur permettront de jouer un rôle dans la respiration. Cela dit, ils doivent résister en permanence à la pression négative qui règne à l'intérieur du thorax. Rappelons qu'une pression négative est une pression inférieure à la pression atmosphérique et par conséquent, ces muscles ont toujours tendance à être attirés, aspirés en quelque sorte, vers l'intérieur de la cage thoracique. Donc nous verrons qu'ils entrent dans la constitution du tronc-caisson lors d'une prochaine session.